Bienvenue à cette conférence organisée par le CMAP dans le cadre de la Paris Arbitration Week. Alors peut-être quelques mots sur le CMAP pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris a été créé en 1995 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux et qui a pour objectif de résoudre les conflits des entreprises par la voie de la médiation, de l'arbitrage et d'autres modes alternatifs que nous avons créés au cours des années. Et c'est pour ça qu'on est très heureux ce soir de réfléchir à la résolution des conflits dans le domaine de la tech. Le CMAP est une petite équipe, on est une dizaine de personnes, on a 5 juristes dédiés à plein temps pour accompagner les entreprises et leurs conseils dans la résolution de leurs conflits. En matière d'arbitrage, on gère une vingtaine d'arbitrages par an et on est une petite équipe, mais on a cet avantage d'être très réactif, très souple. Et on a aussi, on a été reconnu par la qualité de nos prestations par les arbitres, leurs conseils et les entreprises. Et on est très heureux de collaborer avec des arbitres de grande renommée. On a Louis de Gauss ce soir parmi nous, avec qui on travaille régulièrement. On aime bien travailler sur des sujets d'innovation. Donc ce soir, on va parler de tech. Je vais laisser les spécialistes, ils vont s'en occuper beaucoup mieux que moi. Je vais apprendre beaucoup de choses ce soir et j'espère que vous aussi. Et on voudrait que dans cet esprit, à l'issue de la conférence, on réfléchisse s'il est opportun de travailler, de créer un groupe de travail sur ces sujets-là, voire même de créer un règlement d'arbitrage dans le domaine de la tech. Donc on verra ça peut-être dans le rapport de synthèse avec Louis de Gauss. Et je vais tout de suite laisser les paroles à Lina Reyes, qui est l'organisatrice de cette conférence, pour vous présenter les intervenants et démarrer ces passionnants débats qui s'annoncent. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci tout le monde pour votre présence ce soir. En effet, le sujet de cette rencontre invite au traitement de plusieurs questions. Par exemple, quels sont les nouveaux types de litiges liés aux technologies émergentes comme la blockchain, le métaverse, les smart contracts et les crypto-monnaies? Quel serait l'outil le plus adapté pour régler ce type de différends? Si c'est l'arbitrage, comment exécuter les décisions d'arbitrage? Enfin, est-ce que ce monde offre une opportunité à saisir pour l'arbitrage? Donc, afin de traiter toutes ces questions et d'autres questions aussi intéressantes, nous avons le plaisir de vous présenter par ordre d'intervention nos conférenciers ce soir. Madame Sabine Van Eck-Lepic, avocate, médiatrice, arbitre, enseignante-chercheur en droit et juriste spécialiste dans les droits des contrats et son application dans les technologies innovantes. Monsieur Jacques Lévy-Véel, ancien directeur de recherche à l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique. Il a fondé en 2017 la société Case Law Analytics, donc il est actuellement le PDG. Ensuite, nous avons M. Federico Ast, fondateur de la société Kleros. C'est une société de technologie juridique utilisant la théorie des jeux et la technologie blockchain dans l'arbitrage. N'ayant pas pu être ce soir parmi nous, nous allons projeter une vidéo de son intervention. Ensuite, nous avons M. Christophe Duguet, avocat au barreau de Paris. Il intervient comme conseil et comme arbitre indépendant dans des conflits, dans des arbitrages en français et en anglais. Il a eu l'occasion de participer comme arbitre unique dans un différend de la blockchain et des crypto-monnaies. Et finalement, M. Louis de Gauss, avocat au barreau de Paris. Il dirige actuellement le département de contentieux et d'arbitrage du cabinet K.L. Gates. Monsieur de Gauss a participé à plus de 200 arbitrages nationaux et internationaux en tant que conseil, co-arbitre, président du tribunal et arbitre unique. Donc maintenant, je vais vous présenter le déroulement de la conférence. Les conférenciers disposeront de 15 minutes pour vous présenter leur sujet et chaque intervenant passera la parole directement à l'intervenant suivant. Je vous invite à scanner ces QR codes que vous voyez là, grâce auquel vous pourrez poser vos questions tout au long de la conférence. À l'issue de l'intervention de M. Christophe Duguet, les intervenants répondront pendant 15 minutes à quelques questions, parmi celles qui ont été posées via ce formulaire. Enfin, M. Louis de Gauss va présenter son rapport de synthèse. Et suite à la conférence, nous vous invitons à rencontrer les conférenciers lors d'un cocktail qui se déroulera dans la salle de cuivre. Donc, je vous souhaite une bonne conférence.
Chers amis, je suis vraiment très heureuse et honorée d'être parmi vous. Je remercie Sophie Henry, Lina Reyes pour avoir soutenu ce projet de colloque sur les enjeux des nouvelles technologies pour le monde de l'arbitrage international. Mais la première question, c'est pourquoi vous parlez de blockchain et de justice décentralisée, vous, les orfèvres de la résolution des différends? Pourquoi avoir l'audace même de vous dire qu'il y aurait une réelle opportunité à saisir, à vous saisir de ce nouvel espace numérique? Eh bien, parce que j'en suis persuadée. Persuadée d'abord à plusieurs titres. D'abord, j'estime que l'arbitrage est la terre d'accueil de la résolution des différends. L'interaction actuelle entre la technologie et l'arbitrage n'est pas le futur, mais maintenant. Que la promesse d'un environnement indemne de tout litige, gouverné par une technologie infaillible, s'est ainsi révélée, on l'a vu dernièrement, utopique, dans la mesure où même les pionniers de la technologie blockchain n'envisageaient pas un environnement sans litige. Nick Szabo soulignait dès 1990 la nécessité de prévoir un mécanisme de résolution des différends pour les smart contracts, reconnaissant de possibles problèmes à l'exécution. Satoshi Nakamoto évoquait dans le white paper du Bitcoin, fondateur du Bitcoin, la possibilité d'avoir un mécanisme d'escroc dans le cadre du transfert de Bitcoin afin de protéger les acheteurs d'une inexécution potentielle contractuelle. Donc, vous l'avez compris, les blockchains perturbent, non seulement parce qu'elles obligent à repenser chaque back-office de chaque entreprise, de chaque État, de chaque futur cabinet d'avocats, mais aussi parce qu'elles conduisent à l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, de nouvelles sociétés, ces fameux nouveaux cas d'usage. Donc la blockchain est essentiellement une base de données qui est répliquée à travers un réseau d'ordinateurs mis à jour grâce à un algorithme de consensus. Si les innovations en matière de conception de bases de données ont pu sembler fades ou peu inspirantes, elles ne sont plus à une époque où l'économie et la quasi-totalité des aspects de la vie sont devenus des données. Les blockchains promettent de constituer un profond changement de paradigme en ce qui concerne la collecte, le partage, le traitement des données et a un potentiel énorme. Elle fait actuellement grand bruit car elle est présentée comme une solution à pratiquement tous les problèmes humains existants. Les chaînes de blocs sont donc considérées comme un paradigme socio-économique entièrement nouveau qui pourrait même remodeler notre contrat social. Si beaucoup sont profondément optimistes à l'égard de cette technologie, d'autres sont profondément sceptiques. Entre fascination acritique pour les nouvelles technologies émergentes ou catastrophisme irrationnel qui redoute la fin du droit, l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotique, le big data sont bien la 4e révolution industrielle en marche. Je propose une 3e alternative pour accompagner ce mouvement, donc ni suroptimiste, ni sursceptique, mais pour que les juristes se saisissent de ce mouvement et apportent leur pierre à cet édifice. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous devons faire la distinction entre les innovations durables qu'on voit
qui améliore simplement la performance. On parle de juristes augmentés. Et les technologies perturbatrices. Donc, vous l'avez compris, la blockchain est une technologie perturbatrice. Au départ, elle a paru assez médiocre, même. Elle apporte, en revanche, une proposition de valeur entièrement différente, entraînant par la suite une adoption à grande échelle. Les blockchains, aujourd'hui, pourraient appartenir à cette dernière catégorie. Il n'y a cependant aucune certitude quant à l'impact de cette technologie. À l'heure actuelle, les blockchains sont inefficaces pour la plupart dans leur conception et doivent être améliorées pour répondre aux attentes. Nous sommes à un tournant pour le droit, mais aussi pour l'humanité avec ces nouveaux outils, ces nouveaux usages et ces nouvelles machines, j'ose le dire, ces nouvelles machines à gouverner. La compréhension de cette révolution juridique actuelle est exigeante et elle oblige à confronter le droit, et on va rentrer dans le cœur du sujet, le droit des disciplines comme l'informatique, à quoi les juristes ne sont pas bien habitués. Humanistes, certes, ingénieurs, un peu moins. Une nouvelle écriture numérique, l'impact de la globalisation et de la mondialisation, ainsi que la question, à mon avis, la question la plus importante, la question de la gouvernance, qui est au cœur des questions du droit et de ce nouveau contrat social qui interroge tout le régalien. Cette révolution graphique change la perception du monde et des autres sur la constitution même de ce qui en fait la valeur. Ces nouvelles technologies, inventées pour favoriser la confiance, comme la blockchain, nous facilitent l'accès à des formes de réciprocité plus anciennes, nous offrant ainsi l'opportunité d'allouer nos ressources d'une manière plus efficace ou plus juste au sens économique du terme, mais également sociale. Elle interroge ainsi notre façon aujourd'hui de rendre la justice. Le numérique n'est pas seulement une nouvelle écriture qui rendrait la diffusion et la circulation d'un message plus rapide, c'est une révolution symbolique. Le numérique agit comme un réorganisateur symbolique affectant tous les secteurs de la vie, aussi bien subjective qu'intersubjective et collective. Son impact sur le droit est particulièrement révélateur de nouveaux enjeux de cette révolution. Cette révolution graphique affecte donc l'instrument du droit et la manière de rendre les décisions. Mais alors, qu'en est-il des règlements des différends? Les nouvelles technologies, et plus particulièrement la blockchain, se placent à plusieurs niveaux. Pour l'instant, faute d'alternatives, les litiges de la blockchain ont conduit l'économie cryptographique à la montée en puissance d'une nouvelle forme de règlement des différends, l'arbitrage blockchain ou blockchain dispute résolution, plus couramment appelée la justice décentralisée. En effet, la résolution des litiges sur la chaîne devenait nécessairement, dans la mesure où pour l'instant, les cadres juridiques nationaux et internationaux ne sont plus adaptés aux caractéristiques et aux infrastructures des transactions blockchain. L'ensemble est très fragmenté sur la question même de l'exécution des transactions sur la blockchain. On assiste alors à la mise en place d'une nouvelle forme de justice, on va en parler évidemment avec Cléros, justice décentralisée, et la question qu'on se pose, c'est assiste-t-on à un nouvel ordre qui est en train de se créer? L'hypothèse que je voudrais développer ici avec vous, en présentant les nouveaux litiges de la blockchain, est que peut-être que la technique a masqué le fond. Donc,
nous voyons tout de suite que la blockchain, comme je vous l'ai dit, entretient un autre rapport au monde physique et à la valeur que le réseau Internet. Dans le monde ancien, lorsqu'un bien est vendu, le vendeur en est dépossédé et l'acquéreur le détient. Dans l'univers numérique, le vendeur peut vendre un fichier et continuer de le détenir. C'est une grande différence entre un bien physique et un bien numérique. Ce qui change avec la blockchain, c'est que d'une part, les biens sont enregistrés et ne peuvent pas être dupliqués, et de l'autre, que toutes les inscriptions sont rattachées à un seul compte. En résumé, la blockchain est une base de données ou un grand livre distribué et partagé entre les nœuds d'un réseau informatique. Une base de données structure généralement les données sous forme de tableaux. Là, dans la blockchain, comme son nom l'indique, ça structure les données sous forme de blocs reliés entre eux. Cette structure permet une chronologie irréversible des données lorsqu'elle est mise en œuvre de manière décentralisée. Donc là, on voit bien que c'est décentralisé. Chaque bloc de la chaîne reçoit un horodatage exact lorsqu'il est ajouté à la chaîne. Donc lorsqu'un bloc est rempli, il devient une partie de cette chronologie et devient de facto inaltérable. Par essence donc, une transaction on-chain est enregistrée et validée sur une multitude d'ordinateurs situés dans des pays différents, potentiellement éloignés de la localisation des parties, de sorte que le rattachement de ce contrat à un ordre juridique particulier est malaisé. Le contentieux né d'une telle transaction est structurellement multijuridictionnel, quelle que soit la nationalité des parties impliquées. Donc la technologie blockchain a été popularisée par l'essor des crypto-monnaies et de la garantie de sécurité et de fiabilité. Donc en 2008, vous avez la première blockchain. Voilà. En 2008, vous avez la première blockchain, Bitcoin, qui crée une alternative à la finance décentralisée. Et c'est un système d'ordinateur de pair à pair où on enregistrait la transaction de paiement. Ethereum arrive en 2017, alors là c'est une vraie révolution, et elle intègre les smart contracts. Les smart contracts, c'est des contrats intelligents qui sont ni des contrats ni intelligents et qui sont une exécution automatique. Donc les cas d'usage sont nombreux. C'est une exécution automatique de certains contrats. Autre cas d'usage, valorisation d'actifs numériques, NFT, dont on a beaucoup parlé aussi, et finances décentralisées. La promesse de ces types de blockchain est composite, gain d'efficacité, économie de coûts, transparence, paiement plus rapide, évidemment, moins d'intermédiaires, atténuation de la fraude. On va en reparler. Tout en assurant un partage de données en temps réel entre les différents agents de façon fiable et surtout traçable. C'est autant de caractéristiques de l'ensemble de ces blockchains. 300 000. OK. Donc, pour moi, ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, les litiges on-chain sont, par exemple, dans les transactions via des portefeuilles non hébergés. Les transactions de ces portefeuilles ont explosé ces dernières années et représentent 55% de volume total des transactions on-chain. Donc maintenant, tout se fait à l'intérieur de la blockchain. Alors, pour finir, parce que je crois que... Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'interroger, et c'est les 3 minutes qui restent, c'est de s'interroger si ce système juridique est un système juridique à vocation à être
autonome au sein duquel les agents sont contraints de se conformer au code. Cette approche rend sans objet un litige qui serait porté devant une juridiction étatique. Une première limite dans cette approche est que le code peut s'avérer intrinsèquement défectueux. En témoigne une affaire en juillet 2016 dans laquelle un utilisateur avait identifié une brèche dans le code qui lui a permis de détourner 70 millions de dollars en crypto-monnaie. Le litige avait été soumis au vote de la communauté pour déterminer s'il fallait ou non modifier le code pour combler la faille. Cette casuistique soulève une autre limite de l'approche code is law, celle du manque de légitimité et de responsabilité des codeurs qui se métamorphosent en véritables législateurs numériques sans pour autant répondre de leurs actes devant la communauté d'utilisateurs. Donc la solution proposée par Laurence Lessig serait que la création des codes soit directement régie par les gouvernements. Plus fondamentalement, il est fort possible que certains aspects des relations interpersonnelles ne puissent être intégralement réglés par le code. Ce qui est en jeu ici, c'est finalement d'éviter que se développe une forme d'ordre juridique numérique indépendant et autonome des États, niant ainsi leur souveraineté et qui véhiculerait des valeurs propres et contraires à celles des lois étatiques. Donc je crois juste que le mécanisme de blockchain dispute résolution, ce mécanisme, pourquoi pas, mais il doit être mixte en fonction des cas et présenté avec un baromètre en fonction du litige, qu'on ait une stratégie. Et c'est l'ensemble de ces stratégies qu'on va voir. Plus le litige est subjectif, interprétable, plus ce sera la place pour l'arbitrage, voire même la médiation. Je vous remercie. Alors, je présente juste Jacques, qui va nous parler justement, c'est très intéressant de voir avec lui la modélisation du raisonnement judiciaire. J'en dis pas plus. Voilà. Alors, je vais m'excuser parce que la chère SNCF me prévient que le train qui me ramène à Nantes ce soir est annulé. Donc, mon train est dans une demi-heure. Donc, je vais vous parler juste 5 minutes. Ça va être très court. Je vais essayer de faire passer l'idée. Voilà, j'ai malheureusement un cours demain à Nantes, donc je ne peux pas rester plus longtemps. Donc, en 5 minutes, ça n'est pas évident. Je vais essayer de faire mieux. Donc, chez Question Analytics, on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre la manière dont un magistrat raisonne. Donc, je vais aller un petit peu vite, mais c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est un processus en 3 étapes. Donc, ça s'applique au début aux contentieux normaux qu'on trouve devant des juridictions comme des cours d'appel, etc. Mais on l'a aussi appliqué à l'arbitrage, et c'est vraiment assez fascinant de l'appliquer à l'arbitrage. Mais là, du coup, je n'aurai pas le temps d'en parler vraiment beaucoup. Donc, le processus est assez simple. On commence par choisir un domaine donné. Donc, sur l'arbitrage, par exemple, on avait commencé par le cas particulier des sentences CIRDI sur l'arbitrage d'investissement, mais on peut faire ce qu'on veut. Ou sur les litiges, on a une trentaine de modules, ça peut être du droit commercial, du droit social, mais à chaque fois, on s'intéresse à une question très spécifique. Par exemple, la rupture brutale d'une relation commerciale établie ou une contrefaçon de marque, etc. Donc, sur un sujet très bien délimité, on fait comme ça une liste de critères qui sont faits donc par les experts. Donc, ça, c'est un travail humain. On va avoir entre 50 et 200 critères pour caractériser un dossier. Donc, c'est quelque chose d'assez fin. Ce n'est pas juste 2-3 critères, on va vraiment au fond des choses. Une fois qu'on a fait cette liste de critères, on va essayer d'analyser tout ce qu'on peut trouver comme historique sur ce sujet. Donc, pour les contentieux classiques, on va regarder toutes les décisions de cour d'appel auxquelles on a accès en France, mais si on peut avoir de la première instance, voire des médiations, et pour l'arbitrage, on va essayer de trouver toutes les sentences arbitrales qu'on pourrait trouver. Donc là, on constitue une base de données où ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ces décisions ou ces sentences une par une. Là encore, c'est des humains, ce n'est pas de la machine qui travaille, qui va noter les valeurs de ces critères. Donc, pour aller vite sur la rupture brutale, par exemple, on va noter la durée de la relation, est-ce qu'il y avait des investissements dédiés,
comment ça s'est passé après la rupture, est-ce qu'il y avait un contrat, est-ce que le chiffre d'affaires a été donné, etc., etc. Voilà, donc on a des gens, des juristes, qui vont lire toutes ces décisions et noter les valeurs des critères. Ainsi, on constitue une base de données. Et à la fin, donc en troisième étape, c'est là qu'on commence à faire un peu de mathématiques. Donc c'est la même intelligence artificielle que celle dont tout le monde a entendu parler maintenant. Hein, c'est difficile d'échapper à ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est aller chercher l'expertise d'experts, ensuite montrer des données à la machine et faire en sorte que la machine fasse presque aussi bien que l'expert, mais beaucoup plus vite. Et puis l'expert, pendant ce temps, il peut faire autre chose, aller boire un café ou faire une expertise encore plus profonde. Voilà, donc là, c'est pareil. La machine, on lui a montré un grand nombre de décisions, mettons, de rupture brutale. On lui a dit qu'est-ce qu'il faut regarder dedans. Et elle va essayer de comprendre comment le magistrat raisonne pour arriver à sa décision. Ce qui est fondamental dans cette application, qui est différente de la plupart des autres applications de l'intelligence artificielle, c'est que la sortie que doit donner la machine, elle n'est pas unique, parce que sur un dossier donné, il n'y a pas une décision qui est la bonne décision. Hein, tous les magistrats le reconnaissent. Si on leur montre le même dossier dans 3 mois, ils ne prendront pas forcément la même décision, pour plein de raisons. Et puis parce que la machine, de toute façon, elle ne voit que les éléments factuels, et en particulier, elle ne voit pas le travail des auxiliaires de justice, comme les avocats ou les médiateurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que peut faire la machine. Donc ce que va donner la machine, c'est plutôt un éventail des possibilités. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est sur un dossier de rupture brutale. Vous avez à gauche une partie des critères qui sont pris en compte. Voilà, donc c'est juste pour information. Et la machine va vous dire, voilà, si vous allez avec ce dossier devant la Cour d'appel de Paris, si vous y allez demain, on ne sait pas. Si vous allez après-demain, on ne sait pas non plus. Mais si vous y alliez 100 fois, 97 fois, vous auriez gain de cause si vous êtes la victime de cette rupture brutale. Et sur ces 97 fois, dans 47% des cas, vous obtiendriez 7 mois de préavis, etc., etc. Voilà, donc c'est un éventail de possibilités. La réponse de la machine est probabiliste. Elle ne peut pas vous dire exactement ce qui va se passer. Voilà, comme c'est de l'intelligence artificielle et pas des statistiques, la machine est aussi capable d'expliquer pourquoi. Donc elle va vous dire, dans ce dossier, voilà les points forts et les points faibles du dossier, selon de quel côté on se place, par exemple, évidemment. Par exemple, ici, ce qui est un peu cryptique écrit en haut, ça veut dire la différence entre la durée de la relation et la durée qui a été proposée par l'auteur de la rupture. J'ai un 79 en doré à droite, ça veut dire que ça, c'est un élément fort qui permet au magistrat de condamner l'auteur. En revanche, la demande qui a été faite, qui a été formulée par la victime, ça n'a pas joué en sa faveur. Il a demandé trop ou trop peu, ça, la machine ne nous le dit pas, mais ce n'est pas le bon montant. Donc la machine est capable d'expliquer en quelque sorte son raisonnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a pris en compte comme critère, dans quel ordre et avec quel poids. Voilà, donc à quoi ça sert ? Ça, je vais passer parce que du coup, j'ai carrément pas le temps. C'était pour vous expliquer comment ça marche, comme quoi c'est pas très très mystérieux. Mais donc voilà, croyez-moi sur parole, c'est pas très mystérieux. À quoi ça sert ? Alors, ça a une utilité pratique. Hein. Question Ethics vend ces outils, en particulier beaucoup à des avocats, mais pas seulement, des directions juridiques, des compagnies d'assurance et tout. Moi, en tant que chercheur, avant de créer Question Ethics, j'étais chercheur. Ce qui m'intéresse plus, c'est de comprendre ce qu'il y a dans la tête du magistrat. Avant, je faisais des applications, mettons, en médecine ou en finance. J'aime bien comprendre ce qu'il y a dans la tête des médecins ou des financiers. Donc, pour les magistrats, c'est vraiment très intéressant de voir certains biais auxquels ils sont soumis, comme tous les êtres humains. Par exemple, sur les ruptures brutales, et c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de domaines, en préjudice corporel, en contrefaçon de marque et tout, c'est qu'il y a une sorte d'effet qu'on appelait de sourire d'indemnisation par référence au sourire de volatilité en finance, qui est que le méchant, la personne qui va être condamnée, elle n'a pas intérêt à être trop radin dans ce qu'elle va offrir. Donc si quelqu'un est l'auteur d'une rupture brutale, va dire ok, je reprends la relation et je vais vous donner que 1 mois de préavis. Là, ce que montre ce graphique, c'est en fonction de ce qu'a proposé l'auteur, à quoi il va être condamné. Si l'auteur de la rupture est très radin, vous voyez, c'est le premier point qui a un 0 en bas, le magistrat va le condamner à 9 mois typiquement. Si l'auteur a été assez malin pour proposer 4 ou 5 mois, finalement il sera condamné qu'à 7 mois et après ça remonte. Donc ça, c'est un effet psychologique que les magistrats reconnaissent eux-mêmes et qui est vraiment intéressant. Et puis on en a plein d'autres comme ça, bon, j'ai vraiment pas le temps d'expliquer. Sur l'arbitrage, puisque je veux quand même en dire un mot, c'est une conférence d'arbitrage, même si, alors déjà le droit pour moi c'est très compliqué, mais alors l'arbitrage c'est encore un niveau au-dessus, je ne comprends pas grand-chose, mais bon, je peux quand même donner des chiffres. Donc et ça c'est les performances de la machine, pour vous dire que c'est pas parfait. La machine essaye de deviner qui gagne, est-ce que l'arbitre va donner raison à l'investisseur ou à l'État. Et donc, on a un taux de réussite en gros de 80%, ce qui n'est pas parfait, mais qui est un peu mieux que le hasard. Voilà. Sur les montants, on se débrouille mieux plutôt. Là, par exemple, c'est un cas où le point cyan qui est tout à droite, c'est le montant qui est demandé. Donc, l'investisseur a demandé 650 millions. Le point rouge, c'est ce qu'a donné le
tribunal arbitral, qui est donc à peu près 80 millions. Et les zones bleues, c'est ce que la machine avait dit. La machine avait dit que ce serait entre 80 et 150, et probablement autour de 110, et donc elle est vraiment pas très loin. Voilà, je finis là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant avec l'arbitrage, et c'est pour ça que vraiment j'aimerais poursuivre dans cette voie, c'est que il y a un juge ou un président de cour d'appel, mais on n'a pas le droit de se servir de cette information en France depuis quelques années. Par contre, je peux me servir de l'information qui, donc dans un tribunal, dans un arbitrage CIRDI, il y a un président et deux arbitres qui sont nommés, et souvent les rôles peuvent être permutés. Quelqu'un qui un jour est un rôle peut être. Donc c'est vraiment très très intéressant de regarder ce qui se passe quand je permute, que quelqu'un, s'il est le président, le lendemain il est un arbitre, etc. Et on voit que c'est le critère qui a le plus de poids. Et c'est vraiment fascinant de comprendre, donc je ne vais pas donner des noms d'arbitres, hein, évidemment, de voir des constantes dans le comportement des arbitres. Voilà, je m'excuse, je dois filer, mais je vous remercie. J'ai oublié de remercier pour l'invitation, j'étais très honoré. Donc là, nous allons projeter la vidéo de Federico Ast. Bonjour, je m'appelle Federico Ast, je suis président de la coopérative Kleros et c'est un grand plaisir pour moi de participer à la Paris Arbitration Week et je vais présenter ce nouveau mouvement de l'arbitrage que l'on appelle la justice décentralisée. Depuis l'avènement de l'Internet, l'économie mondiale a changé. Les entreprises et les personnes embauchent des travailleurs dans d'autres pays pour de différents types de travail. Et l'Internet aussi est en train de créer un marché mondial des capitaux, de même que le financement participatif permet aux gens de partout de faire de petits investissements dans des projets du monde entier. Et bien sûr, ça a pour conséquence de créer de nouveaux types de litiges dans des domaines des NFT, dans des domaines de la crypto. Par exemple, on peut penser à Alice qui engage Bob pour créer une vidéo dans un site de e-commerce. Et au lieu de payer directement, elle va envoyer l'argent dans un contrat intelligent qui fonctionne comme séquestre. Et il convient tous deux qu'en cas de litige, ils vont utiliser Kleros comme arbitre. Kleros est une organisation décentralisée du blockchain qui sélectionne un jury d'experts en production de vidéos du monde entier. Et comme on dit, tout ce processus se fait sur la blockchain, ce qui garantit que personne ne peut altérer les preuves et que le processus de sélection va être totalement transparent. Donc les arbitres analysent les preuves de manière indépendante et puis ils votent. Alice est la gagnante dans ce cas et donc le contrat intelligent qui a l'argent va l'envoyer l'argent de retour et puis les arbitres vont être rétribués par leur travail et typiquement la partie perdante va payer et de cette façon l'affaire est close. Donc une question importante est de savoir comment ces arbitres vont être sélectionnés. Par exemple, dans cette femme qui travaille comme freelancer en production de vidéos, peut-être elle vit au Vietnam et maintenant elle veut gagner un peu d'argent en travaillant comme arbitre dans des différents accléros. Et pour être sélectionnée, elle doit utiliser un jeton appelé Pinakion ou PNK, qui est un cryptoactif qui donne aux utilisateurs le droit d'être tiré au sort en tant qu'arbitre dans des litiges. Donc Kleros est un système d'arbitrage à usage général. Les différents tribunaux sont spécialisés dans les différents types de litiges. Donc cette femme dépose le jeton dans un tribunal de litige de production de vidéo et on peut supposer qu'il y a 1000 personnes qui vont déposer ces jetons pour être tirées au sort et comme arbitre et donc Kleros va choisir un petit nombre au hasard et ce petit nombre de personnes va obtenir le droit d'arbitrer les différents et le jeton va rester bloqué jusqu'à la fin du cas. Donc une fonction importante du jeton est de fournir de bonnes incitations aux jurés et ceci est aussi une des grandes innovations que nous emmène la justice décentralisée. Pour cela, Kleros s'appuie sur les travaux du théoricien des jeux Thomas Schelling. Schelling a développé cette idée des points focaux, et c'est un concept de la théorie des jeux, sur la façon dont les gens se coordonnent lorsqu'ils doivent parvenir à un consensus dans une situation où ils ne peuvent pas se communiquer ou lorsqu'ils ne se font pas de confiance. Par exemple, dans ce scénario de décision, où il faut choisir des numéros, et les gens ont tendance à choisir 1000,
il semble plus spécial. Et comme nous pensons que les autres vont choisir 1000, cela rend aussi pour nous plus rationnel de choisir 1000. Et comme ça, 1000 va être le point de shelling dans ce scénario. Donc, je nomme cette logique de shelling dans le monde des litiges. Avec Clairos, chaque arbitre va étudier l'évidence de manière indépendante et chaque arbitre est incité à voter comme la majorité. Et comme personne ne sait comme les autres vont voter, le point de shelling auquel ils vont aboutir va être la vérité sur le litige. Donc la vérité dans un sens de consensus, où ils vont tous regarder la même évidence et suivre les mêmes règles de décision. Donc dans ce scénario, le point de shelling va être la résolution correcte du litige. Donc une fois que la session est finie, les jetons vont être distribués d'une façon très particulière. Donc les arbitres qui trichent et qui essaient de contourner le système vont en moyenne perdre de l'argent. Imaginez quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps à étudier l'évidence, donc il va en Clairos et il vote au hasard A, B, A, B. Donc il peut avoir de la chance à court terme et tomber du bon côté de la majorité, mais dans le long terme, il va être du mauvais côté et il va perdre ses jetons. Donc il va après souffrir cette perte économique plusieurs fois, il va finir par abandonner le système. Et au contraire, les arbitres honnêtes, en moyenne, vont avoir une tendance à gagner de l'argent avec le temps. Bien sûr, parfois ils peuvent perdre de l'argent parce qu'il y a des subjectivités dans le cas et on peut bien tomber par mauvaise chance dans le mauvais côté de la majorité. Mais en moyenne, si on se prend le travail d'étudier les cas et voter de manière honnête, on va avoir plus de chances d'être du bon côté et donc de gagner de l'argent au fur et à mesure que l'on produit de bonnes décisions. Donc, où est-ce qu'on peut utiliser Clairos ou justice centralisée? Bien sûr, pour beaucoup de conflits de l'économie numérique, par exemple dans le e-commerce, par exemple dans des compagnies d'assurance pour économiser de l'argent en frais juridiques et pour réduire le temps de résolution des dommages dans les accidents de voitures mineures, par exemple dans les entreprises de gouvernement qui peuvent économiser de l'argent dans de petits litiges de consommation. Et aussi, il y a des cas d'utilisation dans la résolution de différends entre propriétaires et locataires. Il y a eu un cas très célèbre qui s'est produit en 2020 lorsqu'une décision rendue par Clairos a été appliquée dans un tribunal du Guadalajara au Mexique, dans un différend de locataires. Et ce fut la première fois qu'une décision d'arbitrage de blockchain a été appliquée dans un tribunal d'un pays. Et puis, il y a beaucoup de disputes du monde du futur, comme par exemple les e-sports. Imaginez dans une équipe qui accuse l'autre de tricher dans un tournoi de e-sport et il y a 20 joueurs de 15 pays. Et vous ne pouvez pas résoudre ce problème avec l'arbitrage traditionnel. Vous avez besoin des outils natifs de l'ère de l'Internet. Et ça nous apporte aussi dans le monde de disputes qui vont commencer à s'accroître très vite dans le monde du métavers. Donc notre hypothèse est que le marché du règlement des litiges du futur sera divisé en 3 grands segments. Pour des litiges plus simples, plus objectifs, ils seront résolus par l'intelligence artificielle, sûrement, parce que c'est plus vite, c'est moins coûteux. Puis, pour des litiges avec une certaine complexité supplémentaire, mais toujours dans le contexte des petites créances, c'est là que la justice décentralisée, on croit, va fonctionner le mieux. Et puis, pour des litiges plus subjectifs et plus complexes, comme ceux qui nécessitent un raisonnement juridique plus avancé, on croit que ce sera encore le domaine de l'arbitrage traditionnel. Bon, en résumé, l'avenir des litiges passera par des litiges numériques, dont beaucoup sont de faible valeur. Ils se produiront entre des juridictions et avec des paiements crypto. L'application sera effectuée par des contrats intelligents et les parties seront anonymes et pseudonymes. Et dans ce contexte, la justice centralisée va avoir un rôle important et elle repose sur un mécanisme de résolution qui est radicalement différent. Un mécanisme que, comme on a vu, implique des arbitres anonymes ou pseudonymes, où les agents pourraient être à la fois partie et arbitre,
et puis en ayant potentiellement un intérêt financier dans le résultat, ce qui bien sûr est très différent de la manière dont on est habitué à penser dans un processus d'arbitrage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions sur l'impact que cela aura sur la réglementation traditionnelle de l'arbitrage et sur la question si nous avons besoin de nouveaux encadrements pour résoudre ce nouvel ensemble de problèmes. Et c'est pourquoi certains appellent à de nouvelles discussions qui pourraient déboucher sur une espèce de nouvelle convention de New York à l'ère du métavers. Et bon, j'espère que cela puisse être quelques-unes des discussions qui auront lieu lors de cette semaine de l'arbitrage à Paris. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Christophe Juliet. Là, il est. Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous et toutes d'être venus aussi nombreux ce soir. Il est déjà tard et je pense que pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous en tout cas, nous sommes déjà éprouvés par une semaine qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui a été déjà très riche et très prenante. Donc merci de votre présence. Donc le thème de ce soir, blockchain, crypto, smart contract, metaverse, et puis l'arbitrage international, conduit à se poser plusieurs questions. Et je vais me limiter à la question des litiges commerciaux dans un contexte international. Donc tout ce qui est pénal, droit de la propriété intellectuelle et autres questions qui sont tout à fait d'actualité avec le thème ne sont pas dans mon propos. Première question qui est une double question. Quels sont les types de différends de la blockchain ? Quels sont les modes de résolution disponibles et envisageables ? Ce sera une présentation très rapide. Seconde question, elle aussi dédoublée, donc je respecte la structure du plan le plus classique. La résolution des différends de la blockchain par la blockchain ou par le recours à l'arbitrage international. Et donc là, c'est une distinction terminologique que vous avez déjà compris et assimilée, je pense, grâce à Sabine. Mais on parle de mode on-chain pour ce qui se passe au sein de la blockchain et off-chain lorsqu'on recourt au monde extérieur, le monde réel, le nôtre. Et comme illustration de mode on-chain, je me référerai à Clairos que maintenant vous connaissez parfaitement. Et le mode off-chain sera l'arbitrage international. Et dans une dernière partie, j'aborderai la question de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle ou arbitrage international, nous avons les mêmes initiales. Et en anglais, ça marche aussi, mais dans l'autre sens. Ou bien intelligence artificielle et arbitrage international. En d'autres termes, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'arbitrage international? Je vous donne la réponse tout de suite, c'est non. Et ce n'est pas souhaitable, et je tâcherai, si j'ai le temps, de vous dire pourquoi. Et finalement, est-ce qu'il reste une place pour l'arbitrage international? Survivra-t-il à tous ces événements? Quelle tête aura-t-il dans 10 ans? Là, je peux absolument dire ce que je veux, parce que de toute façon, je suis certain que ce sera faux. Mais ce qui est, à mon avis, certain, c'est que l'arbitrage international sera toujours là, car il a un rôle qui est irremplaçable. Les points que je ne traiterai pas, je ne parlerai pas des modes de résolution des litiges traditionnels que sont le recours aux tribunaux. Pourquoi? Parce que l'avantage d'un tribunal dans un contexte international, c'est précisément son inconvénient. Il est familier pour l'une des parties et précisément il ne l'est pas pour l'autre et vice-versa. Donc en général, c'est une raison pour laquelle on n'y recourt pas, sans même parler des difficultés d'exécution. Et c'est un des avantages et une des raisons pour laquelle l'arbitrage international est répandu. Pour ceux qui ne le savent pas, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle, mais la Convention de New York à laquelle faisait allusion Federico tout à l'heure, c'est une convention internationale qui a été ratifiée par 150 États ou un peu plus, 167, voilà, ça change très régulièrement dans le bon sens et qui permet, pour faire très simple, lorsque vous avez en main une sentence arbitrale et on dit qu'elle circule, hein, vous allez la faire reconnaître dans n'importe quel pays du monde où vous pensez qu'il y a des actifs à saisir de votre adversaire qui a perdu et vous la faites reconnaître et exécuter très facilement grâce à cette convention.
Et je ne parlerai pas non plus du Metaverse. Si je comprends bien, le Metaverse ou le métavers, et ça existait bien avant Facebook, Meta qui a popularisé le terme, mais qui se l'est approprié finalement de façon un peu audacieuse. C'est un concept déjà très ancien qui est issu de la science-fiction et c'est un méta-univers, c'est-à-dire un monde virtuel, structuré, ouvert, un univers qui va au-delà du monde physique que nous connaissons, et on peut le définir comme un monde virtuel allant au-delà du monde réel. Bon, tout ça, c'est des mots, c'est un jeu vidéo, en fait. Les premiers jeux vidéo sont aussi un métavers, et surtout ceux qui sont ouverts, et particulièrement aujourd'hui avec les jeux vidéo en ligne, qui sont des mondes infinis dans lesquels vous vous baladez très librement, et vous rencontrez d'autres joueurs, ben, c'est un métavers. Et d'ailleurs, c'est une des applications les plus intéressantes, à mon sens, de la chose. Pour ce qui concerne l'arbitrage, c'est une technologie dont je sais qu'elle est envisagée, voire même déjà utilisée ou proposée par certains, mais ce sera une autre façon de faire la même chose, c'est-à-dire vous serez derrière votre bureau et au lieu de parler au téléphone, en conference call ou en vidéo, vous serez virtuellement dans une salle d'audience ou sur un site industriel. Ça peut présenter de l'intérêt. Hein. Oui, alors vas-y, donne le scoop. Nous avons un scoop. Le scoop, c'est qu'aujourd'hui a été créé au Dubai International Arbitration Center une salle d'audience dans le métaverse. Voilà, donc c'était un scoop qui fait un petit clin d'œil avec ce qu'on veut faire avec le CMAP. Voilà. Et donc tout ça pour dire que finalement, à part qu'on n'aura pas le bénéfice de se voir en petite vignette sur un écran, on ne doit pas se voir du tout parce qu'on est au téléphone, on aura un avatar et on se parlera par avatar interposé. Je disais que ça a un intérêt parce que par exemple, dans les... je digresse déjà, donc je ne vais pas tenir le temps, hein, mais dans certains arbitrages qui mettent en cause des procédés industriels ou des sites, on organise de temps en temps, lorsque les parties proposent, que les arbitres l'acceptent et que tout le monde peut financer le voyage, une visite du site. Et c'est, pour l'avoir pratiqué, je peux vous affirmer que c'est particulièrement utile et éclairant. Et donc on peut concevoir tout à fait de faire la même chose grâce au Metaverse. Donc je pense tout simplement pour dire que ce n'est pas un nouveau mode de résolution des litiges, c'est un outil au service de l'arbitrage, comme l'intelligence, et je préempte déjà mon propos, comme ça je suis sûr de l'avoir dit, comme l'intelligence artificielle sera un outil au service de l'arbitrage, et pas que de l'arbitrage d'ailleurs. Donc, ma première question, les types de différends et les modes de résolution envisageables. Alors, les types de différends, ils sont très classiques, et on peut avoir une première approche qui est de les différencier selon leur complexité, sachant qu'en général, le montant va avec la complexité. Plus les montants sont élevés, plus il est probable que le litige soit complexe. En tout cas, les parties seront payées à investir plus d'argent pour la résolution. Donc les questions très simples et de très faible enjeu qui se posent à une très grande échelle et qui appellent une réponse rapide et uniforme. Les questions simples de faibles enjeux qui nécessitent un examen sommaire, et ensuite les questions particulièrement complexes d'enjeux significatifs, qui pas toujours monétaires, ça peut être stratégique pour une entreprise, hein, la propriété ou le droit d'usage d'un processus, en soi ça peut ne pas avoir de valeur chiffrée dans un arbitrage, en revanche pour la société c'est son existence qui est en jeu. Et les catégories plus spécifiquement dans le domaine des crypto-monnaies, on peut envisager des catégories différentes de litiges, et j'en ai trouvé 4, je ne suis pas le seul à me poser la question. Hein. Donc on peut tout d'abord avoir un piratage qui affecte un portefeuille d'investissement hébergé sur le propre matériel de l'investisseur ou sur l'exchange. L'exchange, je dis ce terme, c'est en français un échange, ce sont ces plateformes qui vous permettent de faire des opérations sur les crypto-monnaies, tout simplement. Et là, il faut dire que ça peut être potentiellement off-chain, puisque la plateforme héberge. Oui, alors voilà, donc là on peut raffiner à l'infini avec le off-chain et on-chain, effectivement, mais et toutes les plateformes ne sont pas, dans l'esprit des cryptocurrencies, nécessairement décentralisées. Donc on parle d'un monde qui est philosophiquement décentralisé, communautaire, comme l'a dit Federico, mais dans sa structuration, parfois, il y a des choses qui sont très centralisées, FTX, voilà, et avec des gens qui partent avec la caisse. C'est que du classique. Hein. La technologie permet de faire les mêmes choses en mieux et en plus grand et en plus rapide, et de façon beaucoup plus large dans le monde. Deuxième possibilité, c'est un dysfonctionnement qui affecte l'exchange lui-même, alors que ce soit le résultat d'un piratage ou d'un dysfonctionnement technique du système. Là encore,
que du classique, une fraude par un tiers, et on l'a vu avec FTX, par l'exchange lui-même, et puis enfin, et c'est là que je me situe, un différend commercial entre un investisseur et l'exchange lié à l'exécution fautive alléguée d'un engagement contractuel ou voire d'une obligation réglementaire. Pardon, mais voilà. C'est moi qui ai la main et je ne suis pas. Seconde question, et je vais aller directement sur l'arbitrage international, ayant exclu le métaverse. Donc là, maintenant, je m'adresse, enfin, je me préoccupe de la résolution off-chain, l'arbitrage, d'un litige on-chain, ou qui résulte de la blockchain, crypto-monnaie par exemple. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, avec quelque chose d'aussi moderne et innovant que les crypto-monnaies, la blockchain, pourquoi est-ce qu'on va encore se préoccuper de l'arbitrage, cette vieillerie qui existe depuis des temps immémoriaux, mais enfin qui était quand même fait pour des marchands qui voyageaient de ville en ville et par leurs propres moyens, c'est-à-dire à pied. La réponse d'abord première est claire, tout simplement parce que c'est prévu dans les conditions générales des principaux exchanges. Alors, je ne les ai pas tous regardés parce qu'il y en a beaucoup, certains disparaissent, mais beaucoup plus se créent. Si vous prenez le cas de Binance, que je pense vous connaissez, Binance a fait un peu de nomadisme institutionnel, a commencé avec le SIAC à Singapour, est passé brièvement par l'ICC Paris, et puis maintenant s'est fixé à Hong Kong. FTX, arbitrage Singapour, SIAC, KuCoin, même chose. Coinbase, bon, arbitrage AAA aux États-Unis. Huobi, arbitrage ICC, avec particularité siège aux Seychelles et droit des Seychelles. Je ne me suis pas encore posé la question de ce que étaient les implications pour un arbitre et pour les parties d'un siège aux Seychelles, mais j'espère que ça va venir. Et Decentraland, qui est, lui, sur les métavers, arbitrage ICC, siège Panama City, droit de Panama. Et on voit apparaître des choses qui, pour nous, sont exotiques, pas forcément inconnues, mais un peu exotiques, et ça rejoint la préférence d'autres exchanges, et parfois certains les mêmes, mais pour une population, par exemple européenne, de ne pas recourir à l'arbitrage, mais aux tribunaux judiciaires. Vous avez Bitpanda qui prévoit l'Autriche, droit autrichien et tribunaux autrichiens. Coinbase, pour les clients de l'espace économique européen, va régler tout ça en Irlande, et Kraken et FTX Europe à Chypre. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi? Alors, je n'ai pas été chercher beaucoup, hein, je vous donne peut-être une réponse qui n'est pas la bonne, mais j'ai tendance à penser, quand on critique l'arbitrage, on dit on met une clause d'arbitrage, parce que bien entendu, on ne veut pas aller devant les tribunaux, mais l'idée, c'est de se dire, oui, mais l'arbitrage, c'est long, c'est cher, et je vais voir comme ça, on sera tranquille, personne ne viendra nous chercher. J'ai tendance à penser que les gens qui sont sérieux dans le domaine des crypto-monnaies et autres activités de la blockchain prévoient l'arbitrage, parce que là, ils savent que les gens n'hésiteront pas à les poursuivre, ils pourront se faire financer par des tiers financeurs, et le jour où ils auront une sentence contre eux, elle sera exécutée, et ils peuvent cacher leurs actifs, on les trouvera. En revanche, dire à quelqu'un qui a les Bob et Alice de tout à l'heure de Kleros, qui a investi $100 sur la blockchain, qui va aller devant les tribunaux, même d'un pays voisin et ami comme l'Autriche ou comme l'Irlande, c'est bien évident que personne ne le fera. Voilà. Donc, et on voit aussi, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, je vous invite quand même à prendre un peu de votre temps pour aller regarder les conditions générales de n'importe lequel d'entre eux. Vous les acceptez en cliquant, mais il faut d'abord les télécharger et les imprimer. Donc vous aurez un gros volume avec écrit en gros, en gras, en majuscule, etc. dans tous les sens, comme souvent ces conditions générales. Mais vous aurez tout le temps un disclaimer de 3 pages pour vous dire qu'on exclut les juridictions américaines, alors sauf dans quelques cas où on ne peut pas faire autrement, et surtout qu'on exclut les class actions. Donc voilà, donc le but de ceux effectivement qui recourent à l'arbitrage, c'est de ne pas s'exposer aux juridictions américaines et aux class actions, mais pour autant, je pense qu'ils sont vertueux. Je passe sur les problèmes pratiques qu'on peut rencontrer dans ce type de litige. Deuxième
chose, c'est la réalité. En fait, l'arbitrage, c'est une réalité du monde de la crypto, parce que non seulement il est choisi, mais il est mis en œuvre. Je peux en attester, puisque j'ai été moi-même arbitre unique dans une affaire qui opposait un investisseur et un des plus grands exchanges. J'ai connaissance, en parlant cette semaine, lors de cette semaine, à une consoeur, qu'effectivement, elle était elle aussi conseil dans une affaire qui débute, et j'ai croisé d'autres confrères de Hong Kong qui, sans en faire une habitude, parce que tout ceci est récent, ont eu plusieurs affaires. Donc on est quand même plusieurs, bien évidemment, à avoir connu ce domaine, et ça existe. C'est pas forcément quelque chose de surprenant, parce que pour moi, il y a une communauté entre l'arbitrage et le monde de la crypto. L'un et l'autre sont décentralisés, ils ont vocation à se soustraire à la justice étatique, pour ce qui est de l'arbitrage, pour la remplacer par une justice de pair. Donc on est vraiment dans le même esprit. L'un et l'autre procèdent de la liberté contractuelle, d'un choix des parties de se soumettre à cela, basé sur la confiance, l'indépendance, et l'un comme l'autre circulent dans le monde entier. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui me semble peut-être psychologique, mais qui me semble important. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges crypto? Je m'en tiendrai à un. C'est un mode décentralisé, sans rattachement national, au moins dans la conception française, basé sur la liberté de choix et la confiance, et qui est adaptable, et qui correspond donc à l'esprit de l'écosystème. Les avantages classiques, vous les connaissez: liberté, neutralité, confiance, finalité de l'arbitrage, qui est très important, facilité d'exécution grâce à la Convention de New York, flexibilité dans le choix des arbitres, association des parties à tous les stades de la procédure, et ce qui conduit, outre l'adaptabilité de l'arbitrage, qui a su le montrer, avec l'introduction de l'arbitrage multipartite, avec la consolidation, avec les procédures accélérées, l'arbitrage d'urgence, enfin la liste est longue et ce n'est pas fini. Donc l'arbitrage est une solution qui, en perpétuel mouvement, adaptation aux besoins des utilisateurs, et qui sait s'adapter aux circonstances. Covid-19 nous l'a montré, mais déjà avant, on faisait des conférences téléphoniques, des conférences vidéo, Internet, et demain Metaverse. Donc, et tout ceci me conduit à une dernière qualité qui est l'acceptabilité. L'arbitrage prend du temps, mais pourquoi? C'est utile parce que les parties sont associées à toutes les étapes de la procédure, et les parties au litige crypto ne sont pas différentes des autres. C'est leur enjeu. C'est leur argent, l'enjeu est important pour elles, il n'y a aucune justification à ce que, dès lors que les enjeux évidemment sont suffisamment importants, elles ne recourent pas à l'arbitrage, et tout le temps passé, la confiance gagnée ou entretenue entre les parties et les arbitres, et entre les conseils et les arbitres, contribue in fine et à l'acceptabilité de la décision ultime, même s'il y a beaucoup de recours contre les sentences, mais pas toutes, puisque chaque partie a eu tout loisir au fil de la procédure de comprendre la position de l'autre, sans toujours l'accepter, mais au moins de la comprendre, beaucoup mieux à l'issue du deuxième échange de mémoire qu'à l'issue du premier, beaucoup mieux à l'issue des audiences, ce qui explique que beaucoup d'affaires se transigent à tous les stades de la procédure, y compris une fois la sentence rendue. Les inconvénients, je n'en parle pas, ils sont de toute façon très limités. Alors, 5 minutes, voilà. On a démarré un petit peu en retard, donc on est un peu décalé. Ce qu'est Kleros, c'est ça, c'est-à-dire le print-out, vous l'avez ici, de ce qu'on trouve sur le site quand on s'intéresse à un litige. Donc, pour aller directement à la question qui nous intéresse, un litige, une demande, une réponse, une solution. Demande: ma vidéo montre mon visage, j'ai accidentellement couvert mon menton sur la photo. C'est un litige qui portait sur le proof of humanity, qui donc vise à s'assurer qu'on a affaire à un individu et pas à un robot. Vous connaissez toutes les petites images à cocher pour compter les feux rouges. Sur tous les sites. Réponse: le visage de l'auteur de la vidéo ne respecte pas les règles applicables, le menton est couvert, cela peut empêcher les humains ou les algorithmes de détecter les visages identiques. Le verdict, c'est le langage Kleros, oui ou non, ici non. Donc il est très difficile de voir la donne sentence, la forme est succincte, le contenu est peu fourni, la procédure est plus que sommaire, et je ne parle pas de toutes les précautions
comprend pour le respect du contradictoire, il n'y a pas d'échange de mémoire, rien de tout ça. Le processus de désignation des jurors, donc les arbitres cléros, échappe aux parties, pas de contestation, pas de remplacement possible, et la décision n'est pas finale, puisque de toute façon, on peut faire un appel, réitérer le même processus, jusqu'à ce que les parties se lassent de voir oui, non, et s'arrête sur l'un des deux. Et la raison, et je crois que, je ne sais pas si Federico l'a dit, mais chaque nouveau tribunal de jurors, vous montez d'un cran dans les coûts. Alors, ce n'est pas forcément très cher, mais enfin, quand vous avez empilé les centaines de dollars, au bout d'un moment, ça fait des milliers, et tout dépend des enjeux, mais tout le monde finit, enfin, il y a des gens qui finissent par se lasser. Donc, voilà comment ça fonctionne. Si on analyse de façon très succincte, donc c'est une réponse à une question simple, et qui est une question généralement de fait, en fait, qui ne nécessite pas de droit. Et la clause, pour moi, de recours cléros s'analyse comme une, en fait, pas une clause compromissoire, mais c'est une modalité d'exécution du contrat, tout simplement. Une sentence arbitrale, vous le savez, c'est une décision qui est prise par des arbitres, qui nécessite donc un tribunal arbitral, qui tranche un différend et qui est contraignante. Donc on n'est pas tout à fait dans ce point-là, mais il y a quand même une convergence entre les deux. On a une justice décentralisée qui résulte du choix des parties, un juge adapté dans un contexte international pour une décision facilement exécutée dans le monde entier. Vous me donnez encore 2 minutes, 3 minutes. La force de Cléros, c'est le smart contract, effectivement, qui n'est ni smart ni contract, mais enfin, si, quand même, c'est un peu contrat, mais qui a le mérite de mettre en place de façon automatique, avec des conditions prédéfinies, selon un protocole prédéfini, une issue, et qui s'exécute indépendamment de la volonté des parties. Donc une fois que le smart contract est lancé, les parties n'ont plus de prise, le résultat s'impose à elles. Donc c'est très utile, et c'est là-dessus que se repose, à mon sens, la force de Cléros, et ce qui fait que la question d'une convention de New York, au moins pour les petits litiges pour lesquels on a mis un peu d'argent dans un smart contract, ne se pose pas, puisque ça se liquide automatiquement. Ça laisse néanmoins demeurer le problème, parce que c'est purement contractuel, et donc on peut avoir quand même un différend, et on peut aller voir le juge ou les arbitres pour régler ce différend. La sentence Cléros reconnue au Mexique a été évoquée tout à l'heure. Ce n'est pas une sentence, c'était une forme de jeu entre les arbitres, si je puis dire, et les parties qui se sont mis d'accord sur une des questions qui les opposait, de faire jouer Cléros. La réponse obtenue via Cléros a été prise, puisque c'est l'accord des parties, par un arbitre qui l'a incorporé dans sa sentence, et c'est cette sentence elle-même qui a fait l'objet d'une procédure au Mexique. Donc ce n'est pas une sentence Cléros, on en est très loin. Évolution possible de Cléros, oui. Convergence avec l'arbitrage possible, mais ça demanderait de modifier énormément le protocole Cléros pour le rendre compatible avec une procédure arbitrale, et dans ce cas-là, il bénéficierait de la Convention de New York, ou que Cléros et tous les acteurs du même domaine aient des pratiques homogénéisées qui puissent faire l'objet spécifiquement l'équivalent de la Convention de New York. On n'en est pas là non plus. Je voudrais quand même, si on me laisse 3 minutes, vous parler de l'intelligence artificielle. Une minute. Alors, ChatGPT, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une intelligence artificielle faible, c'est l'intelligence générative, Generative AI, algorithme d'intelligence artificielle et de machine learning qui utilise des contenus existants au service de leur apprentissage pour en générer de nouveaux. En gros, et on a participé à un événement qui nous a permis aussi de parler à des gens qui travaillent sur ces questions. Ce que fait tous ces systèmes, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, c'est de la statistique et de l'association de proximité. Donc, dans l'espace, vous avez un mot et vous avez plein de mots. Quelle est la probabilité, si je choisis un mot, quel est le mot qui est le plus probable en suivant? Donc, c'est-à-dire celui qui se trouve le plus près. Voilà. Et donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle en demandant 100% de probabilité, vous avez un mot, 2 mots, peut-être 3, ça s'arrête là. Donc il faut aller chercher un peu plus loin pour être plus créatif. Très loin, très créatif, poète, tout ce que vous voulez. Et donc la difficulté de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil très très utile, et je pense très utile pour nous dans l'arbitrage, lorsque vous avez affaire à des problèmes de discovery, de choses comme ça, vous pouvez, sous réserve qu'on se mette d'accord et que le coût ne soit pas prohibitif sur une intelligence artificielle qui fonctionne, mettre une quantité de données dans une base de données spécifique et avec des mots-clés, rechercher ce qui vous intéresse. Donc ça sera très utile. L'intelligence artificielle future
qui fait peur à tout le monde, et je pense à juste titre, c'est l'intelligence artificielle forte, qui est la General Intelligence, qui, elle, visera à fonctionner comme un esprit humain. Et des gens sont déjà en train de fantasmer, c'est super, on va pouvoir s'en remettre à ça. La difficulté, c'est que ça pose des questions morales, éthiques, philosophiques, que je me suis posées, et j'ai été très content, mais je ne vais pas tirer la couverture à moi, parce que toute personne qui réfléchit 2 secondes sur la question en arrivera au même, mais vous trouverez une chronique très intéressante de Noam Chomsky qui a été publiée, alors je l'ai trouvé en français parce que c'était payant, je ne suis pas abonné, dans le New York Times, qui vous explique que c'est une question essentielle qui se pose et que c'est la banalité du mal que vise à instaurer ce genre d'intelligence artificielle. Pour moi, il n'est pas acceptable pour un humain de s'en remettre à une machine, quelle qu'elle soit, aussi perfectionnée qu'elle soit. Se posera dans un premier temps le choix de quelle intelligence artificielle, mais ultimement, ce sera l'intelligence artificielle. Et à ce stade, vraiment, est-ce que c'est le monde que l'on veut? Je ne crois pas. Donc, pour conclure, la place de l'arbitrage international, oui, ça demeurera toujours pour le segment qui est le sien, c'est-à-dire des questions complexes qui demandent du droit, qui demandent du temps, avec de gros enjeux. Les protocoles on-chain, certainement, ils vont se multiplier, ils sont tout à fait utiles et ils sont indispensables pour les catégories de litiges pour lesquelles en fait il n'y a pas de solution. L'exemple de Alice et Bob, la question d'un tribunal ne se pose même pas, peut-être la médiation et encore. Et pour la place de l'intelligence artificielle, donc je l'ai déjà dit, aide à l'arbitrage, je crois que c'est ce qui s'appelle la jurimétrie, si j'ai bien compris le propos du spécialiste. Et en revanche, l'intelligence générale qui là serait prescriptive, c'est-à-dire celle qui déciderait comme un juge, à côté de l'arbitrage, probablement pour des litiges très simples. Donc là, on est entre cléros et un peu plus compliqué. Et pour toutes les choses sérieuses pour lesquelles les humains attachent du prix à la solution, ce sera les solutions traditionnelles, donc les tribunaux pour le domaine qui est le leur, et l'arbitrage pour celui qui est le sien. Voilà, pardon. Merci. Merci à tous les intervenants, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore scanné les codes, donc je vous laisse scanner les codes si vous avez des questions à formuler. Et ensuite, on va voir avec... oui, voilà. Il y a une question déjà. Une question, je pense que c'est... comment l'arbitrage peut tirer parti du numérique pour résoudre les litiges plus rapidement? À défaut, l'arbitrage pourrait perdre sa place dans un monde qui recherche l'immédiateté. C'est pour ça, Christophe? Allez, je réponds volontiers. Je sais pas, je prends. J'ai partiellement répondu. L'arbitrage tire parti du numérique. Les avocats sont toujours à l'affût de toutes les technologies possibles et imaginables pour améliorer leur performance, si possible accroître leur rentabilité et se consacrer à ce qui les intéresse. Donc oui, sans aucun doute. Donc si ça permet d'aller plus vite, oui, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les parties demandent du temps. Et une procédure demande du temps, ne serait-ce que pour être acceptable ultimement. C'est ma réponse. Mais peut-être... Est-ce que ça convient? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'on peut le faire. Oui, on peut prendre les questions là, ça directement aussi. C'est bon? Bon, je vous remercie à tous. Je passe la parole à Monsieur Buldegos pour le rapport de synthèse. Merci beaucoup et merci aux intervenants pour cette conférence. Ce soir, je venais écouter un petit peu de science-fiction, savoir si la machine allait régir ma vie, notre vie, me replonger dans Minority Report, avoir du prédictif qui arrête avant que les choses se commettent. Et finalement, on a eu des choses un peu plus sérieuses, mais enfin, on était quand même dans la juridique fiction, si ce n'était pas la science-fiction. Et à cet égard, j'ai noté, au fil des interventions, peut-être 4 domaines, 4 questions qui se posent. La première question tient à la technique ou technologie et à leur emploi.
La deuxième question, c'est plutôt la classification des litiges. On l'a entendu plusieurs fois, je vais y revenir. La troisième question, ce sont plutôt les questions juridiques. Et puis enfin, la quatrième question, c'est peut-être la plus intéressante, c'est la question de la justice elle-même. Alors, tout d'abord, les différentes techniques, je crois qu'on a bien compris ce soir qu'il y a du off-chain et il y a du on-chain qui sont utilisés de façon, j'allais dire, indifférente, ou dans laquelle, de façon indifférente, on va trouver des techniques. Moi, je trouve que finalement, le off-chain avec de la technologie, ça n'est pas du tout nouveau. Et je me souviens d'il y a une dizaine d'années, peut-être même 15 années, les centres d'arbitrage, la CCI, mais aussi le CMAP, avaient, enfin les uns et les autres, il y avait une grande mode, là, il y a une quinzaine d'années, avaient fait justement un petit peu ce que tu disais, là, Sabine, ce qu'a fait le Dubai Center aujourd'hui, mais ça a été fait il y a 15 ans. Il y avait Netcase à la CCI, il y avait la même chose au CMAP, c'est-à-dire que les centres d'arbitrage mettaient à disposition des parties des salles virtuelles pour effectivement se rencontrer, plaider, tenir des audiences. Et peut-être on s'était un petit peu emballé du côté des centres parce que ça n'a pas vraiment marché, il faut dire. Et aujourd'hui, on voit revenir ça. Alors bien sûr, un peu plus moderne, il y aura des avatars, il y aura des choses un peu plus peut-être ludiques aussi. Mais finalement, l'utilisation de la technique n'a pas énormément changé. Les techniques ont progressé, ça va plus vite, c'est plus gros, il y a plus de mémoire, il y a plus de données. Mais on ne peut pas dire que l'utilisation en soi ait vraiment changé. On-chain, en revanche, oui, ça c'est nouveau, ça a changé. Et comme tu l'as dit, Sabine, aujourd'hui sur la blockchain, la grande majorité, ou majorité en tous les cas, de l'utilisation de la blockchain est auto-générée par des mécanismes automatisés. Les fameux smart contracts dont on a parlé, qui sont effectivement une chaîne de programmes, enfin pas une chaîne, pardon, une ligne de programme, un protocole booléen assez simple, hein, finalement, puisque c'est 6 conditions, oui, on fait ceci, non, on fait autre chose. Donc, et puis c'est ces chaînes de smart contracts qui vont faire que, de façon automatique, un paiement va survenir, alors qu'un autre smart contract aura vu, par exemple, dans le domaine de la logistique, que la chose a été livrée. Donc, sur le côté on-chain, effectivement, l'intérêt, c'est de changer, en réalité, de tiers de confiance. À la place d'avoir un tiers de confiance humain, la blockchain permet d'être un instrument de confiance qui, effectivement, enregistre à date certaine, de façon immuable, sans avoir d'intervention humaine, effectivement, qui enregistre une opération, un transfert d'actifs, un échange de données. Donc ça, c'est le premier point, les différentes techniques, avec finalement un petit plus sur le on-chain qu'on voit apparaître aujourd'hui, mais on est quand même au départ. Le deuxième point, c'est la différence dans la classification des litiges. Là aussi, est-ce qu'on vit une véritable révolution ? Moi, ce que j'ai bien entendu, c'est que plus le litige est objectif, plus il est soumis, ou plus il peut être mécanisé, en fait, plus il peut être soumis à l'intelligence artificielle, qui plus est assez faible, et plus le litige est subjectif, plus il doit rester dans le monde humain. Et qu'est-ce que ça veut dire, objectif et subjectif ? J'ai repris un peu les points que j'ai entendus. En fait, on considère que le litige est plus objectif lorsqu'il est en fait objectivable, c'est-à-dire qu'il y a des critères, alors 50 à 200 pour Case Law Analytics, mais il y a des critères identifiables et des critères sur lesquels on peut programmer effectivement la machine et on peut jouer sur ces critères, oui, non, est-ce que ce critère fonctionne ou pas ? Et là encore, c'est le smart contract qui va faire que la réflexion binaire un petit peu va pouvoir avancer. Donc premier point, critères. Deuxième point, litige dit simple, voire très simple. Ça, c'est ce que disait Christophe notamment. Et à faible enjeu. Donc plus on est sur ces litiges simples à faible enjeu avec des critères,
En réalité, j'allais presque dire, et je reprends les différents domaines qui ont été donnés, prestations compensatoires, préjudice corporel, rupture de relations commerciales établies, indemnisation de contrats d'agence. Enfin, tous ces domaines-là du droit, on le sait, étaient déjà un petit peu fichés, si j'ose dire. On a des correspondances de durée de contrat, durée de préavis, agence, chiffre d'affaires, montant de rémunération, d'indemnisation. Enfin, il y a des correspondances déjà mathématiques qui étaient déjà là. Donc on a fait, finalement, on a informatisé une réflexion qui était déjà assez objectivable, assez mathématique, finalement. Donc on a bien compris que, voilà, plus on est objectivable, plus on est vers, pour l'instant, l'IA. Alors, quand on veut un peu plus d'humain, c'est Federico qui nous dit ma machine Kleros ou mon système Kleros, il vous remet un peu d'humain, donc on peut être un peu plus subjectif. Mais quand on reste vraiment subjectif et qu'on a besoin de régler des litiges plus complexes, à fort enjeu, et où on n'a pas de critères, en réalité il y a des critères, mais on ne sait pas quels sont les critères décisifs, eh bien on a besoin effectivement de l'humain. Troisième point, les questions juridiques, parce que petit à petit, tout ça devient plus compliqué. Pour l'instant, c'était assez simple. Les questions juridiques, moi ce que je comprends en réalité, c'est que lorsqu'on parle juridique, il faut se poser la question, en fonction de ce qu'on a entendu aujourd'hui, si on est plutôt dans la réplication ou plutôt dans l'invention. Plus on est avec la machine, plus j'ai l'impression qu'on est dans la réplication de quelque chose qui a préexisté, que ce soit une analyse de probabilité ou de statistiques, des jurisprudences déjà passées. Donc ça, on n'a pas trop entendu le mot ce soir, mais c'est vrai qu'on entend tous parler de justice dite prédictive. En réalité, elle ne prédit rien du tout. Elle est complètement rétrospective, puisqu'elle ne fait que regarder ce qui s'est passé et avoir une approche statisticienne des choses, et donc redire ce qui s'est passé dans le passé. Alors, avec effectivement, avec un peu d'IA, avec un petit peu d'analyse un peu plus fine, que du simple statistique. Ou alors, on a le modèle, effectivement, de Jacques avec Caslo Analytics, où on est avec des critères, où, effectivement, on ne regarde pas, du moins, c'est ce qu'il vend aussi au départ. Il n'est pas là pour se défendre, mais je lui ai dit que je le dirais, donc je le dis. Il est au courant, ça fait au moins 5-6 ans qu'on se croise dans les colloques. Effectivement, son premier point, c'est de dire, moi, ma technique, c'est les critères. C'est que je définis les critères avec les humains, avec les juges, avec les avocats. Oui, mais si vous vous souvenez bien, le deuxième point, c'est que ces critères, une fois définis, ils sont remoulinés, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils sont testés en fonction de l'histoire. Mais l'histoire, c'est la jurisprudence. L'histoire, c'est juste qu'il est allé chercher les autres, tout le passé, toutes les jurisprudences, et qu'il regarde comment les critères ont été appliqués par la jurisprudence. Donc ce n'est pas une approche statisticienne, c'est une approche de probabilité. Ok, donc on va parler mathématiques, etc. Mais finalement, ça revient un peu au même. Tout ça, c'est de la réplication. L'invention, en revanche, l'invention, elle reste humaine. À ce stade, en tous les cas, on n'a pas vu d'intelligence artificielle qui inventait. Elle apprend et elle apprend à répliquer le mieux possible et le plus rapidement possible. Et j'en viens du coup à mon quatrième point, parce que je sais que je suis l'obstacle avec le cocktail. Mais donc mon quatrième point, c'est peut-être le plus important, et c'est peut-être celui qui nous ferait poser le plus de questions, c'est la différence de conception de la justice. Parce que ce que j'ai entendu, c'est que Kleros, c'est de la justice, Casadlo Analytics, c'est finalement aussi de la justice. Regardez la décision, vous vous souvenez de ce tableau qu'il nous a montré en matière d'arbitrage CIRDI. La décision du tribunal arbitral était à 80 millions, si je me souviens bien, et la machine avait dit ça se passera entre 60 et 110. Donc voilà, c'est bien de la justice, on corrobore. Mais on sait bien que le phénomène de corroborer, effectivement, n'est pas un phénomène de cause à effet et n'explique pas tout, voire n'explique rien du tout. Ça peut être tout à fait parallèle sans qu'il y ait de relation entre elles.
En réalité, moi j'ai l'impression que ces techniques, que ces technologies, que ces systèmes, plutôt que de proposer de la justice, nous proposent de la régulation. Et la régulation, eh bien, c'est d'une certaine façon une uniformisation. La régulation, c'est créer de la règle, c'est dire, effectivement, comme la règle mathématique, comme le résultat, c'est de dire, voilà ce qui devrait être la solution. On réplique, on copie la justice, mais ça n'est pas de la justice, c'est de la régulation. Et on uniformise à tel point que ce soit dans la probabilité de Keslow-Analytics, ou que ce soit même, et je vais m'en expliquer, dans le vote de Clairaut, eh bien, on cherche à réduire au maximum le risque de décisions différentes, innovantes, nouvelles, de prendre en compte de nouvelles situations, puisque, comme je vous l'ai dit, on a plutôt l'œil dans le rétroviseur que l'œil devant, en réalité. Donc, on donne de plus en plus d'importance aux standards passés et on cherche une uniformisation, ce que je trouve absolument à la fois très intéressant, mais à la fois qui me fait un peu froid dans le dos dans le système Clairaut, c'est cet esprit, c'est ce mécanisme de notation d'arbitre, notation des jurys. Vous avez compris que l'algorithme va choisir de façon automatique des jurys qui vont du coup avoir leurs jetons coincés et qui devront aller jusqu'au bout de leur vote, puisque c'est un vote, avant de récupérer leurs jetons et de récupérer de l'argent, parce qu'ils seront payés pour ça. Mais vous avez bien compris aussi qu'ils seront mieux payés si ce sont de bons arbitres. S'ils votent bien. Mais c'est quoi bien voter? Mais c'est que la question qui est posée à l'arbitre ou au juré, ce n'est pas quelle est votre réponse, oui ou non. C'est quelle est, à votre avis, la réponse de la majorité à cette question. C'est ça qui est demandé. Et donc, on vous demande de jouer le jeu. On ne vous demande pas d'apporter votre subjectivité à vous. On vous demande de dire quelle sera la majorité. Donc, si vous tombez dans la majorité, vous avez bien répondu. C'est la théorie des jeux. C'est tout simplement la théorie des jeux. Donc, c'est la recherche, effectivement, du consensus c'est ça le but. Donc, effectivement, vous êtes mieux payé si vous tombez à chaque fois dans la majorité. Ben, je suis désolé. Donc, la recherche et le résultat, pardonnez-moi, je termine juste mon rapport de synthèse. Après, on va pouvoir discuter tant qu'on veut. Mais le résultat, pour moi, c'est donc une uniformisation plutôt qu'une justice. Et l'autre critère déterminant et différenciant entre cette régulation-uniformisation et ce qui reste la bonne vieille justice de chez nous bien humaine, je pense, c'est la motivation. C'est la compréhension de la décision. Effectivement, les systèmes qu'on a vus ce soir ne proposent pas de motivation. Ils proposent des résultats, ils proposent des réponses. Dans ce que j'ai dit d'ailleurs, mais ils ne motivent pas pour autant. Ce qui a été particulièrement frappant et intéressant, c'est quand Jacques nous a dit, chez Keslow-Analytics, on commence à s'intéresser à l'arbitrage, et là où il y a quelque chose qui l'amuse beaucoup, lui, le mathématicien, c'est que dans l'arbitrage, en fait, il y a un critère que je ne sais pas encore bien gérer. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il a dit. Moi, j'ai bien retenu. Il a dit, il y a un critère qui m'amuse, il suffit de changer l'arbitre pour tout changer. Vous avez entendu, hein? Il l'a dit, ça. Hein? Donc, et ça, effectivement, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que, pour l'instant, il a travaillé que sur des critères objectifs. Toujours cette objectivation. Donc, il a créé son modèle, on change un peu les critères objectifs, ça change. Mais là, on a un critère dans l'arbitrage qui est un critère complètement subjectif. C'est un homme, une femme qui est arbitre. Il suffit de changer pour avoir quelque chose qui peut changer complètement. Et donc, j'en finirai par un retour aux fondamentaux, un retour au fondamental même en matière d'arbitrage. Christophe a dit l'arbitrage séculaire, ce vieux machin. Dans ce vieux machin, il y a un vieil adage dans l'arbitrage. Ce vieil adage, c'est « tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage ». Je crois que ce soir, on l'a encore démontré. Merci beaucoup.